Ahimsa, non-violence. Humilité, tolérance. Respect. Compassion. Ahimsa, non-violence. Le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine Ahimsa non-violence sur les ondes de Radio 666. On commence aujourd'hui cette émission direct avec notre invité. Il est avec nous en direct, en replay on va dire, des États-Unis de New York City. Nous avons avec nous aujourd'hui Von Gasfalt. Salut, comment tu vas ? Salut, ça va bien. Merci de m'avoir proposé de venir. Avec grand plaisir. Moi, ça me faisait plaisir aussi de t'inviter. J'ai découvert ta chaîne Instagram il y a peu de temps avec des superbes photos de motos à Brooklyn, New York, tout ça. Vraiment des très belles captures de la vie new-yorkaise. Et puis, tu as eu un petit article aussi là dans le dernier magazine Moto Hero. Yes. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, ça serait bien de l'avoir dans le podcast. Et donc, merci à toi de nous avoir rejoints. Super. Avec plaisir. Et donc, pour te présenter un petit peu plus aux gens qui ne te connaissent pas, alors, tu habites, tu es un Français expatrié à New York. Et tu as cette chaîne Instagram où tu montres des photos de tes rides de moto. Et tu fais pas mal de kilomètres en moto, quoi. C'est un bon résumé, ouais. Ça fait 9 ans que je suis aux États-Unis. J'ai quitté Paris d'abord pour aller au Texas. J'ai fait 2 ans et demi au Texas, à Dallas. Je faisais pas de moto quand j'ai quitté la France. J'ai appris à faire de la moto au Texas. À l'époque, j'avais un Sportster 883 Iron de 2012 et je faisais pas beaucoup de miles, de sorties avec. C'était vraiment un truc que je faisais en hobby, on va dire, mais c'était pas un truc central dans ma vie. Mais c'est un truc qui me plaisait beaucoup déjà. Et après, j'ai déménagé à New York il y a 6-7 ans, à Brooklyn. Et là, j'ai commencé à rouler plus parce que je trouvais que la ville était super cool en moto, même si c'est une jungle urbaine et que donc c'est comme Paris, quoi. Ça peut être un peu rock'n'roll par rapport au trafic, etc. Et puis les choses ont commencé à vraiment se développer quand j'ai créé cette chaîne Insta il y a peut-être 5 ans maintenant, un peu moins de 5 ans. Et quand surtout j'ai acheté ma moto actuelle qui est une Dyna de 2016, le Rider S. Ouais. Et là, c'est là où j'ai commencé à vraiment rouler beaucoup. Et je fais beaucoup de trajets. J'ai été dans tous les États américains avec. J'ai fait plusieurs records de vitesse, etc. avec longue distance. Et puis surtout, c'est vrai que j'aime bien aussi faire des photos. Donc en fait, tout s'est bien mis ensemble. Et c'est maintenant, c'est vrai que c'est devenu une part assez importante en fait de ma vie en dehors du boulot, etc. Bien sûr. Et c'est une grosse passion, on va dire. Ouais, c'est ça. Ce qui est cool, c'est que tu arrives à concilier pas mal de choses en moto, parce que des fois, tu vois, quand on peut faire de la moto, on a son travail, on doit y aller en voiture, et puis la moto, on a le temps qu'en faire le week-end, et puis on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va sortir pour aller où. Mais toi, en fait, finalement, tu prends ta moto à la fois pour faire du taf, t'en profites pour prendre des photos, et je trouve que ça fait un truc super complet et vivant, quoi, un petit peu, non ? Ouais. Non, c'est ça. Et en fait, c'est surtout pendant Covid, en fait, où tout s'est vraiment accéléré énormément à ce moment-là, où je pouvais bosser de n'importe où. Et donc j'ai passé beaucoup de temps sur la route en moto. J'ai été vivre à Los Angeles pendant un bout de temps. J'ai été vivre à Portland dans l'Oregon à un moment. Je traversais le pays de long en large en travers plusieurs fois avec la moto. Et puis depuis, en fait, j'ai un peu gardé ce rythme, même si maintenant je suis revenu à New York et que je bosse à New York. J'essaie de garder un peu le rythme. Et puis cette chaîne Instagram m'a aussi permis de rencontrer énormément de monde. À l'époque, j'avais pas de potes dans le milieu moto, en fait. Et maintenant, c'est une grosse partie de mes potes sont dans ce milieu-là. Donc, plus t'as de potes dans ce milieu, plus tu roules. Et donc, ça fait que ça a pris plus de place et que ça a gardé un peu cette place dominante, on va dire, dans la manière dont je bouge, etc. Donc, c'est plutôt cool. Je me plains pas. Ouais, carrément, ouais. Et comment alors avec Instagram, justement, parce que le réseau t'aide vraiment à rencontrer les gens pour de vrai, quoi. C'est bien, ça casse un petit peu ce truc, tu sais, où ça reste que du virtuel. Comment ça se passe un petit peu pour toi, en fait, tes trips en moto comme ça? Et t'as besoin de crécher quelque part, et puis tu mets un post, t'as des gens dans tes contacts Instagram qui te proposent de l'aide, par exemple? Je pourrais, je pense, si je voulais, mais je l'ai jamais fait. Mais c'est pour reprendre le début de ta question, c'est vrai que pour moi, Instagram, ça a vraiment été un truc qui m'a permis de rencontrer énormément de monde. Et ça, c'est vraiment...
Une des raisons pour lesquelles j'aime autant New York, c'est que j'ai vraiment réussi à Mhm. créer une sorte de communauté de potes qui ont un peu les mêmes passions que moi, que ce soit musique ou moto, etc. Et que honnêtement, Instagram a été probablement le vecteur principal de ce truc-là. C'est même pas des gens que j'ai rencontrés, parce que je pense que je suis assez introverti aussi en général. Bon, après, quand les gens me connaissent, je le suis pas, mais je pense que c'est rarement moi qui vais faire le premier pas pour aller vers quelqu'un. Mhm. Donc, je pense qu'en fait, avec Insta, ça a donné cet appel d'air où les gens sont venus vers moi, ou alors je suis allé vers eux, mais en fait, on a parlé, puis bon, on a fini par se rencontrer et c'était plutôt cool. Mhm. Et après, bah, justement, pour la deuxième partie de ta question, c'est vrai que quand je traverse les US régulièrement, au moins une ou deux fois par an, souvent les gens m'envoient des messages en mode, bah, si tu passes vers là, on se capte, etc. Et je dirais que la plupart du temps, je suis déjà parti au moment où je reçois, parce que je fais beaucoup de distance assez Tellement tu vas rapidement. vite, t'es déjà Et passé. Vroom. donc souvent, je dis bah, la prochaine fois avec plaisir. Et les rares fois où les fois où ça s'est fait, où j'ai rencontré des gens, ça a toujours été très très cool. Mhm. Ce qui est sympa, c'est que c'est souvent des gens qui sont très différents de moi d'un point de vue en général. Enfin, tu vois, quelqu'un qui vit dans le Kansas ou quelqu'un qui vit dans le Utah, etc. Enfin, c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés si Ouais. c'était grâce à Ouais. la moto, en fait. Et Mhm. donc c'est toujours cool parce que c'est vraiment des fenêtres sur la vie des gens et sur et sur un mode de vie qui est très différent, avec Ouais. toujours cette passion commune de la moto, donc c'est sympa honnêtement. Et, euh, et c'est vrai, mais c'est vrai que par contre, je j'ai jamais fait le coup du je vais être là ce soir, est-ce que quelqu'un peut m'héberger? J'ai tendance à plutôt dire bon bah je vais me trouver un hôtel ou un Ouais, camping de tu mon vas organiser un petit peu à et, l'avance, quoi. plutôt que de demander. Mais c'est vrai que je pense que je pourrais le faire en fait. C'est juste peut-être pas trop dans ma nature en fait. Mais Mhm. Mhm. ouais. Et tu as fait quelques trips moto aussi où tu partais avec ta tente à l'arrière, tu vois, un truc un peu plus route, camping sauvage, non? Alors Aux États-Unis, ça peut se c'est un faire, ça, gros quoi. sujet. La réponse jusqu'à cet été, c'était non. Parce que comme je fais énormément de miles par jour, genre généralement, enfin pas tous les jours, mais c'est 1600 kilomètres par jour, grosso modo. Pas tous les jours, hein, encore une fois. Mais c'est Ouais. des grosses journées de route. Souvent, c'est des journées à 1000 kilomètres ou 1600 kilomètres. Donc j'ai tendance à dire, dans ce cas, je veux un sommeil de type qualité, de Ouais, qualité. Je c'est payerai vrai. un hôtel, même si c'est C'est pas un vrai. super hôtel, hein, mais au moins avoir un lit, tu vois. Mhm. J'ai des potes qui sont très axés camping moto et qui me tannent depuis des années pour qu'on le fasse et j'ai toujours refusé. Je l'ai fait pour la première fois cet été. Donc j'ai acheté la tente, le sac de couchage, tout le bordel. Et c'était plutôt cool. Mais on a fait que une ou deux nuits en camping finalement. Donc je t'avoue que c'était pas l'expérience que ça aurait dû être. Mhm. Euh, mais l'an prochain, l'été prochain, je fais un truc assez vénère qui est en gros, ça s'appelle le Hockey Heat Challenge. C'est censé être la course en moto la plus difficile au monde. Et en gros, c'est de la Floride à l'Alaska Ouais. euh, que sur des petites routes, donc pas d'autoroute, Ah ouais. euh, sans GPS et sans hôtel. Donc c'est que du Oh là camping là. et le tout en 10 ou 14 jours. C'est un truc extrêmement vénère. Il y a C'est généralement clair. une ou deux personnes qui se tuent par an dans le faisant. On va espérer que ce ne sera pas mon cas. Mais là, donc, j'aurai pas le choix. Là, il faudra absolument que je sois Ah bah ouais. en Mhm. camping. Donc, il faut que je m'y mette. C'est pour ça. Mhm. Mhm. Donc, on en parlait ce matin avec un pote. Il va falloir qu'on passe du temps pour être au niveau l'an prochain. Ouais, hein, bah c'est ça, parce que par exemple, ton premier Ride 1K in a day, donc c'est ça, c'est un petit peu ce défi, c'est rouler 1 mile en une journée. Donc 1 mile, c'est 1600 kilomètres. Donc toi, ton premier Ride 1K in a day, tu l'avais fait comment? Est-ce que tu as eu une genre de préparation, un petit peu comme un marathonien, tu sais, qui va se préparer avant de faire ses 43 kilomètres de course, non? Comment ça se passe? Non, mais je t'avoue que je flippais grave à l'époque quand je l'ai fait. Je crois que mon premier, je l'ai fait, c'était en 2017, peut-être même 2016. Et j'en ai fait 14 depuis, donc maintenant c'est assez rodé. Mais je me souviens très bien de l'appréhension le soir, la veille au soir. J'étais à Palm Springs en Californie. J'étais allé là-bas pour un festival. C'était l'année de la reformation de Guns N' Roses. Je m'étais dit qu'il fallait que j'y aille. Mhm, mhm. Et le lendemain, j'avais loué une moto avec le seul but de faire ce truc de faire 1600 kilomètres dans la journée. Donc j'avais prévu mon itinéraire et tout. Et je me souviens, la veille au soir, j'étais un peu flippé, je t'avoue. Et puis finalement, ça s'était très bien passé. Je l'avais bouclé en peut-être 18-19 heures, ce qui maintenant est un temps assez
si je prends bien mon temps, c'est le temps que je ferai maintenant. À l'époque, c'était ce que je pouvais faire de mieux. Et depuis, j'en ai fait, je te dis, j'en ai fait 14 ou 13, 14 autres. Le mieux que j'ai fait, c'est 12 heures. Donc ça, c'était assez intense. 12 heures, c'est vénère. Ah ouais. Il y a une fois où j'en ai fait 4 d'affilée, genre 4 jours, 4000 miles. Donc ça, c'était vénère aussi. Il y en a un où j'ai fait 24 heures sans m'arrêter de rouler. Ça, c'était violent aussi. C'était 24 heures, 1700 miles. Donc je sais pas combien de kilomètres ça fait, peut-être 3000 kilomètres. Donc ouais, j'en ai fait beaucoup. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de préparation. Je peux le faire un peu comme ça. Et même à l'époque, il n'y avait pas tant de préparation, mais disons qu'il y avait beaucoup d'appréhension. Et maintenant, plus vraiment, plus trop. D'accord. Ouais. Alors aussi, tu es fan de musique, on va en reparler un petit peu peut-être tout à l'heure. Moi, j'aurais d'autres questions à te poser autour de ça. Mais voilà, en musique aussi, tu composes un petit peu. Tu avais un petit groupe de black metal, c'est ça, un petit projet solo. Starvation, non, ça s'appelle? Ah ouais. Ouais, ça c'est vraiment un truc on the side, entre guillemets. J'ai toujours été dans le monde du black metal depuis pas mal de temps. Depuis que j'ai 15 ans, quoi, même un peu moins. Donc j'ai joué dans pas mal de groupes en France avant de partir. J'ai jamais rejoué dans des groupes aux US parce qu'avec mon boulot, je voyage beaucoup et ce serait pas un service à rendre à qui que ce soit de m'avoir dans leur groupe. Mais ça a toujours été une musique qui est vachement importante pour moi et qui m'a vachement aidé à me construire, même personnellement, je dirais. Donc j'ai eu le chemin traditionnel. J'ai commencé par Metallica, après j'ai découvert la scène death suédoise à l'époque de Dark Tranquillity, In Flames, etc. Et puis après, j'ai découvert le black metal et là, c'est parti en vrille. Et il y a eu un moment où j'écoutais vraiment que du black metal, je pense. Pendant 4-5 ans, c'était que ça. Et puis évidemment, true black metal, pas le black symphonique, quoi. True écrit avec un V, s'il vous plaît. Avec un V, sinon ça compte pas. Et c'est marrant parce que maintenant, je réécoute des trucs que je détestais à l'époque. Là, cette semaine, je réécoutais certains albums de Satyricon. À l'époque où ils sont sortis, j'étais là, mais putain, quelle bande de poseurs, ils ont trahi l'esprit. Et en fait, maintenant, je les réécoute et je les trouve vraiment très cool à écouter. Genre, toute la période après Rebel Extravaganza, donc Volcano, etc. Il y a vraiment des titres qui sont cool là-dedans, quoi. Alors qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça allait pas du tout, quoi. Mais, et donc, il y a un moment où j'étais très intransigeant. Et puis, en fait, une fois, il y a une meuf avec qui je bossais qui m'a dit, quand t'aimes la musique, t'aimes toutes les musiques. Et ça m'a vachement marqué. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir un peu le carcan et maintenant j'écoute vraiment de tout. Et même si le black metal, ça reste probablement 50% de ce que j'écoute, je dirais. Mais on parlait de synthwave, évidemment, il y a beaucoup de synthwave, mais aussi musique classique, flamenco, vraiment de tout. J'ai vachement ouvert. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est bien d'avoir un répertoire un peu large, je trouve. Ouais. Puis c'est ça en moto aussi, des fois, d'écouter des musiques très saturées comme le métal, il y a déjà le bruit du moteur et tout. On n'en profite pas trop, en fait, non? C'est clair. Alors ça, je suis à 1000% d'accord avec toi. Écouter du black metal en moto, c'est chaud. Sauf si t'es en ville, à la rigueur. Mais sur le quand t'es à 95 miles à l'heure, on entend pas tout. Même avec Lexine, qui est les meilleurs écouteurs que j'ai eu sur mon casque. C'est chaud de distinguer. Donc moi, quand je roule, j'écoute beaucoup de synthwave. C'est ça. J'écoute beaucoup de Lana Del Rey. Je suis très fan de Lana Del Rey. Enfin, première époque de Lana Del Rey, l'époque Born to Die, etc. Ça me parle beaucoup. J'écoute pas mal de rap US. J'ai découvert le rap US sur le tard. Genre, littéralement, j'ai découvert ça il y a 5 ans. Et depuis, ça me fait triper, j'aime beaucoup. Et j'écoute du black metal, mais peu. Et en metal, par contre, j'écoute beaucoup de Metallica, de trucs qui sont faciles à comprendre, entre guillemets, d'un point de vue mélodique. C'est plus simple. Ok. On va se faire une petite pause musicale, du coup, comme on parlait de tout ça, on va se passer un titre. Il y aura un truc là comme ça qui te viendrait Écoute, si on reste sur le black metal pour l'instant, je dirais que soit un titre de Deathspell Omega sur Si Monumentus ou soit un titre de Funeral Mist sur Maranatha par exemple, ça pourrait le faire. Ok, ça marche. Je vais programmer un truc comme ça, je verrai après, peut-être qu'au montage je le couperai ou quoi, mais bon, on se fait une petite pause musicale, on vous retrouve tout à l'heure les gars.
Voilà, on continue notre émission aujourd'hui avec notre invité. On va se faire toute l'heure ou peut-être même 1 à 2 heures de podcast avec Van Gasfalt. Voilà, il nous a parlé un petit peu de son parcours de début à la moto. Aussi, on a fait le petit côté musique là un instant. Et un truc qu'on n'a pas trop parlé au niveau de ta moto, c'est en fait le côté club style. Toi, tu as ta moto, tu me disais, c'est un lowrider, c'est ça, un des derniers, un lowrider S C'est qui est ça. monté en club style. Ouais. Ok. Bah, j'ai acheté d'occasion, et à l'époque, elle était complètement stock. Je l'ai acheté en 2019, je crois, fin de milieu 2019. La seule chose qui avait été changée, c'est le pot d'échappement que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un D&D Bobcat, qui a un très bon pot d'échappement. Mais Mhm. tout le reste était stock, et bon, bah, dès le début, je savais que j'allais devoir la modifier pas mal. Et, euh, et c'est vrai que à l'époque, je faisais pas encore ces espèces de chevauchées fantastiques avec beaucoup de miles. Donc, je t'avoue que la manière dont elle était setup, bon, pour être en ville et rouler à droite à gauche, c'était pas non plus insurmontable. Mais Ouais. je savais quand même que je voulais le côté, tu sais, le guidon un peu rehaussé, la bulle, le bordel, tout ça. Mhm. Mais j'avais pas une esthétique en tête. Après, quand j'ai commencé à réfléchir, bon, je me dis d'un point de vue esthétique, ça allait forcément être un peu lié au black metal justement. Donc, je voulais un truc très sobre, noir, avec quelques touches de gold, enfin de d'or. C'était un peu la Ouais. base de l'idée. C'est marrant, Donc, moi, un truc black metal, j'imagine, ouais, un truc avec des gros pics, ah ouais, tu sais, ouais. Je blanc et pense que noir ouais. avec les gros. Non, mais t'as raison, c'est une autre manière de le voir. Mais disons, ce que je voulais, c'était un truc. En fait, aux US, il y a déjà tellement de Dyna qui sont peintes avec des trucs exubérants, etc. Mhm, mhm. Pendant longtemps, je m'étais dit, je vais la laisser noire et je vais juste la modifier pour que je puisse faire des distances longues dessus. Parce que clairement, au début, c'était pas possible. Ouais, Donc, bon, les premières modifs que j'ai fait, c'est des trucs standards. J'ai mis des T-bars de Lucky Daves. J'ai mis le Memphis Shades Road Warrior. ouais. Euh, j'ai mis le Saddleman Step Up, les suspensions de Legends. Mhm. Euh, et Donc le, tout ça, ouais, en fait, c'est des modifications sur la moto qui permettent de donner un peu ce look club style. ouais, Aussi bien les selles Saddleman, ouais, qui sont toujours avec le dossier comme ça, qui permet aussi quand tu fais du stunt finalement d'être assis dessus, quoi. ouais. Et puis, tu avais aussi, tu disais, ouais, des crash bars à l'avant, non? C'est ça? Qui Ah ouais, bah, permettent aussi. heureusement. C'est ça, en fait, et toutes les améliorations comme ça sur le club style, c'est aussi bien pour avoir un bon confort quand tu rides longtemps sur ta moto. Et aussi, tu vois, comme les crash bars, quoi. Bah ouais, avec ça, tu reposes ses pieds dessus, t'es bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que toutes les modifs que j'ai faites sont assez fonctionnelles, je dirais. Après, j'ai toujours eu un souci des CX de faire en sorte que ça ait une sorte de cohérence d'un point de vue stylistique. Mais avant Mhm. tout, c'est vraiment du fonctionnel pour que la moto soit taillée par rapport à moi. Et je pense que ce qui étonne beaucoup les gens, justement, c'est que je fasse ce genre de distance sur cette moto, parce que la plupart des gens aux US le feraient sur un Road King, un Road Glide, Oui. un Street Glide. Mhm. Il y a peu de gens qui le font sur des Dyna, Mhm. à ma connaissance en tout cas. Et c'est vrai que bon, elle est vraiment taillée pour moi. Et je pense aussi le fait que je suis plus petit et plus léger que la plupart de mes potes ricains. Genre, je fais, tu vois, 1m76, je sais pas combien je pèse, mais pas non plus méga lourd. Donc je pense Mhm. que ça marche pour moi, ça marcherait moins pour d'autres qui sont plus grands, qui sont un peu plus fat, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Donc de ce côté-là, en fait, ça marche plutôt bien pour moi. Et après, effectivement, il y a eu un moment où j'ai dû reconstruire enfin reconstruire. Non, le moteur était mort pour faire court, ce qui est un Ah truc ouais, assez courant avec les 110 en gros. Euh, d'accord, ouais. C'est une et maladie que t'as un peu sur ces moteurs, non? C'est quoi, en fait, que tu as retrouvé là-dessus, le c'est problème? que la manière dont je pense que, enfin, honnêtement, ça c'est moi qui suppose, mais c'est ce que mon pote mécano m'a dit, c'est que la manière dont aussi je conduis cette moto au jour le jour est peut-être un peu plus intense et Mhm. encore honnêtement, c'est pas non plus si intense que ça. Mais je pense qu'il y a peut-être le fait que je l'aménage pas pour faire court, Mhm. et a priori ces moteurs, pardon, quand tu arrives aux alentours de 50 000 miles, donc je sais pas, en kilomètres, peut-être 80 000 ou un truc comme ça, Ouais. euh, ils ont un problème. Enfin, pas tous, hein, pas tous, mais certains. Et disons que mon pote FXDLS Brooklyn, il a, Mhm.
il a la même moto que moi et il a eu le même problème que moi et il a dû changer son moteur également. Ah ouais, arrivé aux 80 000 km. À peu près pareil, ouais, D'accord. quasiment au même moment. Et c'est quoi? Parce que tu as la distribution, donc tu dois faire sur celle-là, arriver aux 50, 60 000, non? ouais, mais on a Malgré que toujours. tu aies fait la distribution, tout ça, c'est quand même des Je soucis, pense quoi. que lui comme moi, on a toujours été assez bons sur les intervalles de maintenance. Enfin, on a toujours fait ce qu'il fallait. C'est pas comme si on les négligeait. Enfin, Mhm. euh, mais je pense que malheureusement, bon, il y a eu un. Enfin, pour moi, en gros, ils ont trouvé des particules dans le moteur de métal. Et ils m'ont dit en gros quand ce genre de truc commence à se faire. Et puis le moteur commençait à faire un bruit assez vénère. Bah, il y avait un truc chelou. Tu vois, même quand ma meuf était avec moi sur la moto, elle me disait, elle sonne différemment de d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Et donc on a checké ça et effectivement il y avait du métal dans l'huile et il m'a dit bon, en gros, soit tu gardes ce moteur, mais j'étais à la veille de partir pour un autre trip pour le Pacifique et il m'a dit t'as une chance sur deux qu'il te lâche, Mhm. soit tu changes le moteur. Et donc j'ai changé le moteur. Et j'ai gardé le même moteur. Par contre, parce que je voulais pas avoir un moteur plus puissant. Je pense que le 110, ça, enfin, tu vois, si je peux faire Ah, déjà. 180 km/h, il y a pas de problème. Et puis Mhm. surtout en ville, dans New York, ça sert à rien d'avoir un moteur super puissant. Et C'est ouais, juste c'est que ça. tu brûles. Mhm. Ouais. Donc 110, il est très bien. Et par contre, j'ai mis 8 mois à récupérer le moteur en question. Donc ça, c'était un peu relou. Et donc c'est là que j'avais plus la moto quasiment pendant toute l'année dernière. Donc je l'ai fait peindre à ce moment-là puisque je pouvais rien faire d'autre. Ah ouais. Et Mhm. c'est là où bon où j'ai pareil le côté un peu black and gold et enfin est ressorti et le côté soleil, enfin soleil noir, soleil tout ça Ouais, ouais, avec des belles formes géométriques, enfin une avec belle géométrie dessus, elle est super voilà, belle. je voulais faire un truc qui soit un tout petit peu différent de ce que je vois régulièrement où à New York c'est beaucoup de flammes, c'est beaucoup de trucs très exubérants. Je voulais Mhm. faire un truc un peu plus peut-être classique dans un sens mais qui me correspondait bien. Donc ça voilà, maintenant je pense qu'honnêtement il y aura plus trop de changements à part peut-être deux trois petits trucs, quelques détails. Je pense pas faire là il y a un stage 2 mais je pense pas aller plus haut pour la même raison, j'en ai pas vraiment besoin. Ouais, Donc là c'est plus ou moins la version finale a priori. ouais. Et je voyais sur une de tes vidéos aussi, justement sur la chaîne YouTube de FXDL Brooklyn, Mhm. tu avais, toi, en fait, comme tu roules à New York et que généralement, bah, quand tu roules en ville, ça chauffe plus, quoi, les Harley, tu as Mhm. mis un petit truc pour refroidir le moteur, c'est ça, non? Ah ouais, j'en ai même mis un deuxième cet été, parce que cet été, mon frère m'a rejoint à Los Angeles, et puis c'était la canicule, et je me suis dit, même le truc que j'avais déjà mis, qui sont des espèces de ventilateurs qui ventilent la partie la plus chaude du moteur, Mhm. je me suis dit, je suis pas sûr que ça soit assez. Et puis que vu que je venais d'avoir un nouveau moteur, je voulais pas en flinguer un autre. Ouais. Donc j'ai rajouté un refroidisseur d'huile, j'imagine, c'est comme ça qu'on dit. Oil cooler, Euh, Oil cooler, ouais, ça. d'accord. Donc comme ça maintenant il y a ces deux trucs là et grâce à ça honnêtement ça marche plutôt pas mal. Enfin ça reste chaud mais Mhm. ça me brûle pas la jambe comme ça pouvait le faire à une certaine époque. Ouais, Mais ouais. même avant de mettre le oil cooler, juste les petits ventilateurs que j'ai donc que tu as vu sur la vidéo de FXDLS Brooklyn, juste ça faisait une différence monstrueuse. C'est assez Ça aidait impressionnant. bien, ouais. Ouais, Mhm. je me souviens d'avoir les premières fois où je venais d'avoir cette moto et c'était au milieu du mois de mai ou juin. Et j'étais coincé dans les embouteillages dans un tunnel. Mais je me souviens que ma jambe m'était littéralement en train de cramer et je me disais mais à l'époque je n'y connaissais rien à tous ces trucs-là. Je me disais mais comment je vais faire pour rouler tous les jours avec ça? Ouais, Juste d'avoir rajouté ces petits ventilateurs, c'est jamais réarrivé après. Donc ça vaut vraiment le coup. Si quelqu'un a ce genre de problème, c'est vraiment une bonne solution qui est pas trop chère en plus. mhm, mhm. Ouais, aux États-Unis, bon, c'est ça c'est le pays des Harley, quoi. C'est facile aussi de trouver des pièces un petit peu, tout ça. Le prix est déjà moins cher qu'en France, quoi. Et comment tu vois un petit peu, toi, la différence aussi entre ces deux pays au niveau moto de ton expérience, quoi? Bah, j'ai pas vraiment d'expérience moto en France en fait. Enfin, j'en ai Mhm. un peu, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment roulé en France. En fait, quand j'ai quitté la France, je savais pas faire de moto. C'était un truc qui m'intéressait de loin, mais remarque si je m'étais inscrit pour passer mon permis moto en fait, mais ça s'est pas fait et je suis parti plus tôt que prévu. Mhm, mhm. Donc c'est resté en plan en France, donc ça s'est jamais fait. Et donc je l'ai eu aux US et j'ai toujours roulé aux États-Unis.
Et maintenant, quand je rentre en France, ça m'arrive parfois de louer une moto et de rouler en France. Donc j'ai découvert les joies de rouler à Paris et tout ça. Mais j'ai roulé. En fait, mais même en France, j'ai pas roulé dans beaucoup d'endroits. J'ai roulé à Paris, j'ai fait un peu le centre. J'ai fait pas mal la Provence parce que ma famille est là-bas aussi. Donc c'est joli là-bas hein, pour rouler en moto. C'est beau, quoi. Non, en moto, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment génial. Et mon frère, lui aussi, roule un peu là-bas. Donc souvent, il chope une moto, je chope une moto et on se promène tous les deux. C'est vraiment super sympa. Et donc, mais j'ai pas une grande expérience de rouler en France. Je connais des gens qui roulent en France par Instagram, mais j'ai jamais roulé avec eux. Et à chaque fois, c'est avec mon frère en fait. Est-ce que tu as déjà fait des 1K in a day en France? Non, mais j'aimerais bien. Mais en même temps, je pense que ça serait pas super fun parce que bon, il y a tous les radars en France. On n'a pas ça aux US. Ça, c'est quand même un truc différent. Ah ouais, d'accord. Aux US, t'es en Arizona, la grande route devant toi, tu peux. Bon, s'il n'y a pas de flics, j'ai eu beaucoup de rencontres avec les flics dans mes trips. La plupart du temps, ça se passe plutôt pas trop mal et je m'en sors bien. Mais disons qu'il n'y a pas cette peur permanente du radar. Ouais, d'accord. Ouais. Mais moi, j'avais entendu que aux États-Unis, les flics, ils étaient hyper tatillons là, sur les trucs, la sécurité routière, quoi, tu vois. Et si tu chopais en excès de vitesse, mais tu prenais cher. Moi, c'était cette image que j'avais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais après, je pense que peut-être. Ça, c'est juste moi. Hein, je peux complètement me tromper. Je pense que d'une, déjà, ils sont un peu plus cool avec les motards qu'avec les voitures. Ça, surtout avec les Harley. Ça, je dirais pas du tout la même chose si tu es sur une Kawasaki ou une Ducati ou autre chose, mais je pense qu'avec les Harley, ils sont un poil plus cool. D'autres, je pense que quand je me fais choper, je prends le plus gros accent français possible et je pense que ça aide un peu. Et en fait, bon, je me suis fait régulièrement. Maintenant, je fais beaucoup plus gaffe qu'avant, mais il y a une époque où j'étais un peu en mode advienne que pourra. Surtout dans ces moments où j'essayais de battre des records de vitesse de 1K à faire 1600 km en 12 heures et ce genre de trucs. Voilà, donc bon, j'allais vite. Et à chaque fois, je me suis fait choper avec quelques rares exceptions, mais la plupart du temps, en fait, ils m'ont donné un ticket qui avait rien à voir par rapport à l'offense que j'avais faite. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu me mettre un ticket méga vénère et limite parfois garder ma moto et me renvoyer en tôle. Et en fait, ils m'ont donné un ticket pour plaque d'immatriculation expirée, par exemple. Donc, je m'en suis toujours plutôt bien sorti. Et encore une fois, à l'époque, j'étais peut-être un peu con. Maintenant, je fais beaucoup plus attention quand même. La seule fois où j'ai eu un vrai sujet sérieux avec des flics, ça a été à New York pour un truc complètement trivial où j'étais en train de passer entre les voitures en double fil. C'est illégal à New York et les mecs m'ont aligné parce que je l'ai fait devant eux. Je les ai jamais vus les flics. En fait, et je suis littéralement passé devant eux. Ils ont dû le prendre un peu personnellement. Ouais. Et les mecs m'ont donné trois tickets pour une seule offense et ces 3 tickets mis ensemble, à l'époque, j'étais même pas au courant. Je l'ai appris après, malheureusement, pouvaient me faire perdre mon permis. Mais heureusement, grâce à un avocat un peu véreux, et c'est une longue histoire que je t'épargnerai, mais grâce à un avocat, j'ai réussi à en fait ne pas être condamné, ce qui m'a beaucoup étonné moi-même parce que j'étais tout ce qu'il y a de plus coupable. Mais bon, il a réussi à gérer un truc et ça s'est bien fini. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai décidé d'être un peu plus chill sur la manière dont je gère ce genre de problématiques. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête, mais faut pas trop pousser, quoi. À un moment donné, on prend les leçons de ce qui nous est arrivé et puis on y va plus tranquille, quoi. Exactement. Ok, bon, on va faire une petite pause musicale. Moi, j'avais prévu un petit truc aussi, un titre d'un groupe de black metal atmosphérique suédois. Ça s'appelle Brahmasi. Et il y a un petit côté védique, voilà, et comme dans les podcasts Ahimsa, on a un petit peu cette influence aussi. Je vais passer ce titre-là. Le titre, c'est Mahamantra, je crois. Voilà, on fait cette petite pause musicale et puis on se reprend tout de suite après. Hare Rama
Allez, c'est toujours le magazine Aïmsa Non-Violence sur les ondes de Radio 666. On est toujours avec Van Gasfalt, le Instagrammer Rider of 1KED, je sais pas comment le dire. Le rider de l'extrême, voilà, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Voilà, bon, on a parlé un peu club style, musique, et puis un autre aspect aussi de ta vie, si on peut dire, ou de ta relation, disons, avec la moto et avec tous ces voyages. C'est tu prends des clichés magnifiques en fait à chaque fois, des beaux portraits de ta moto avec maintenant sa nouvelle peinture et puis des paysages magnifiques en fond, aussi bien que ça soit des paysages urbains, ou que des choses que tu vois pendant tes traversées, quoi. Donc ça aussi, je trouve ça super cool. Et comment un petit peu ça t'est venu, toi, cette passion de la photo? Tu utilises quoi comme matériel? C'est avec ton téléphone que tu prends ces photos, non? Jusqu'à il y a peu, c'était avec mon téléphone. Déjà, merci parce que c'est sympa d'entendre ça. Bah ouais, non, en fait, jusqu'à il y a littéralement 5 mois, même pas 4 mois peut-être, c'était avec mon iPhone. Et beaucoup de gens ont toujours cru que je faisais avec une caméra. En fait, la raison de ça, c'est que c'était avec mon iPhone, mais après, j'ai toujours édité les photos hors d'Instagram et via une application qui s'appelle Snapseed, au cas où quelqu'un voudrait la checker. C'est une très bonne app de retouche de photos. Et ce qui fait que tu peux prendre une photo qui était pas mal et la rendre bien, enfin, en tout cas différente, grâce à ça. Et c'est vrai que, en fait, j'ai jamais été vraiment passionné de photos je suis pas passionné de photos, mais c'est un médium que j'ai toujours trouvé intéressant. Mon frère, pour le coup, est photographe professionnel. Lui, pour le coup, est très très talentueux. Moi, pas tant que ça. Mais je pense que, en fait, quand j'ai commencé cet Instagram, j'avais pas vraiment de but en tête, mais je m'étais dit, je vais essayer de faire ça de manière bien et donc d'avoir un minimum de rythme dans les publications. Et donc, assez rapidement, je me suis retrouvé à me dire, il faut que je prenne des photos, en fait. Et je me suis dit, peut-être que s'il y a quelque chose que je peux essayer de faire un petit peu différemment des gens que je voyais sur Insta, c'était d'avoir un look un petit peu plus léché peut-être que d'autres et d'essayer de donner un peu ce côté un peu plus un peu plus recherché peut-être. Je trouvais que la plupart des gens ils prennent une photo de leur moto et puis voilà. Je dis je vais essayer de trouver des endroits sympas, des poses sympas, etc. Et donc j'ai un peu commencé comme ça. Et mine de rien, c'est grâce à ça que j'ai commencé à aussi beaucoup aimer New York, parce que ça m'a fait me promener dans New York beaucoup plus. Quand il y a eu Covid, et pendant Covid, la ville était absolument déserte, c'était un truc de ouf. Enfin, c'était vraiment. Donc j'ai commencé à faire des photos que les gens ont appréciées, parce que c'est rare de voir une moto au milieu de Times Square complètement vide ou ce genre de trucs. Et c'est des trucs qui parleront à personne à part des gens passionnés de moto. C'est très 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 niche. Et d'ailleurs maintenant je regrette qu'à l'époque j'ai fait que des photos avec ma moto, alors que j'aurais dû faire des photos aussi sans la moto, parce que c'était peut-être plus intéressant limite d'avoir une photo de Times Square vide qu'une Times Square vide avec ma moto. Mais bon. Mais donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à le développer. Puis à chaque fois j'essayais de perfectionner un peu la photo avec cette app avant de la poster. Et puis c'est aussi au moment où j'ai commencé à beaucoup rouler que comme tu disais, j'ai aussi pris beaucoup de photos sur la route. Et puis récemment, en fait, je me suis dit, peut-être que, maintenant, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, j'ai un peu l'impression de faire toujours la même chose, mine de rien. Et je me suis dit, peut-être que ça vaut le coup de step up un peu avec quand même 3-4 ans derrière moi et d'avoir une vraie caméra. Donc, c'est un peu le syndrome, je déteste les gens qui arrivent en répète, avec une super guitare et qui savent pas en jouer. Et donc, je me voyais pas acheter un super appareil photo et pas savoir l'utiliser. Donc, j'ai acheté un truc d'entrée de gamme. J'ai un Canon M50 d'occasion mais j'ai acheté un bon objectif avec. L'objectif en question, c'est une 50 mm 1.4 qui est pas non plus incroyable, mais qui est bien. Et d'occasion aussi. Et puis j'ai commencé un peu et ça m'a vraiment redonné. Je postais plus beaucoup sur Instagram l'an dernier en fait, parce que j'étais un peu fatigué de faire un peu la même chose tout le temps. Et ça m'a vraiment redonné l'intérêt de créer des trucs un peu cool. Et là, donc le voyage que j'ai fait cet été, où j'ai fait New York, Californie, retour à New York en moto,
J'ai essayé vraiment de prendre des photos un peu différentes de d'habitude. Je dis pas que j'ai bien réussi parce qu'à la fin c'est toujours un peu la même chose que je fais et c'est un de mes grands axes de développement et de progression, c'est d'arriver à sortir de la photo typique en mode ta moto dans un background cool et d'essayer de transitionner sur quelque chose d'un peu plus filmique, cinématique, peut-être moins centré sur la moto en tant que telle et plus raconter une histoire autour de la moto, raconter quelque chose, que ce soit pas juste voilà, une moto dans un panorama. Un peu ce que j'essaye de faire en ce moment, soit dans des poses un peu différentes ou dans des histoires un peu différentes, ou même je commence récemment à me mettre à tout ce qui est Photoshop pour vraiment pour le coup manipuler après la photo et lui donner un truc un peu futuriste à la Inception ou ceci ou cela. C'est que j'ai pas encore vraiment posté d'ailleurs, c'est le truc sur lequel je travaille en ce moment. C'est un peu ce que j'aimerais arriver à faire en fait, sortir du carcan bon moto pour aller vers quelque chose d'un peu plus poussé en fait. Et donc ça me motive pas mal. Et ça, en fait, ça m'a vachement, en fait, juste l'achat de cette caméra, ça m'a vachement redonné l'envie de sortir le matin, d'aller faire des photos tôt avant qu'il y ait trop de monde dans les rues, ce que je faisais moins. Et de rouler, pas pour des gros trips, mais juste pour rouler dans la semaine, me faire une petite sortie après le taf rapide, voir ce que je peux trouver un truc sympa au coucher de soleil, etc. Donc c'est cool. Et ça me botte bien. Ouais. Ça te donne vraiment un peu une raison de sortir ou je sais pas un petit sens comme ça à tes sorties quoi. C'est chouette. Ouais, c'est ça. Et puis il y a toujours ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours j'ai jamais de plan précis quand je sors, à moins que ce soit pour aller voir des potes et rouler évidemment, mais jamais de plan précis, mais il y a toujours un truc qui attrape ton œil et qui dit tiens, voyons ce que je peux faire avec ça. Et souvent en fait tu rentres avec plein de trucs cool et bon ça me fait triper d'essayer après de pousser un peu tout ce genre de trucs. Là tu vois, j'ai des potes qui me disaient peut-être que tu devrais imprimer des prints. C'est vrai qu'en fait, il y a plein de trucs que je pourrais faire que j'ai jamais trop poussé. Et là, maintenant, je commence à me dire, bon, quand j'aurai un bon niveau, ce qui est pas encore le cas, je pense, mais il y a du taf, mais à un moment, peut-être que, ouais, il y a des trucs sympas à créer en dehors de juste le médium Instagram, qui pourrait être cool. Donc, c'est un peu ce genre de truc que j'ai en tête et ça devrait être assez rock'n'roll. On va voir. Faut avoir le temps après pour faire tout ça, quoi. Malheureusement, c'est le temps que ça demande, quoi. Et ben là, je suis en train de scroll down justement un peu toutes tes photos et il y en a pas mal où tu te prends toi-même sur la photo, donc là tu poses la caméra et tu mets le minuteur, non? C'est comme ça que tu fais quoi à chaque fois? Ça dépend, ouais. Soit c'est ça, soit je suis avec un pote et je lui dis ce que j'ai envie de voir comme angle, etc. Et puis je mets la caméra et puis c'est mon pote qui va prendre la photo. Ça dépend. Mais souvent c'est moi seul, ce qui est parfois un peu galère, je t'avoue. Ouais, c'est ça va pas être facile en fait. Ouais. Mais bon, c'est une gymnastique. Une fois que tu as compris comment tu peux, et après, quand t'as l'habitude, en fait, tout devient beaucoup plus rapide, évidemment. Mais ouais, ça dépend. Ça dépend. Je dirais 50-50. Ce qui est marrant sur les photos, c'est qu'on voit jamais ton visage non plus. En fait, tu es inconnu pour ton public. T'as toujours le casque Simpson tout noir, quoi. Ouais, mais ça, c'était vraiment un truc que j'ai voulu depuis le début. C'est un bon délire. Et c'est cool parce que d'une, ça me permet d'avoir une certaine distance par rapport à la scène moto américaine, ce que je trouve est pas toujours une mauvaise chose. J'aime bien l'idée que les gens me connaissent mais qu'ils me reconnaissent pas. Et c'est pas comme s'il y avait tant de gens comme ça qui me connaissaient de toute façon, etc. Mais j'aime bien avoir un certain recul. Et puis je pense que c'est aussi très lié aux esthétiques du black metal. Ouais. Tu sais, le côté un peu... bon, c'est pas un corpse paint, hein, évidemment, mais le côté un peu distant et mystérieux, c'est toujours des trucs qui m'ont fait triper. Et donc je pense pas que ça changera dans le futur, mais enfin on sait jamais. Mais c'est pas, ouais, j'aime bien et ouais, je trouve que c'est cool. Et est-ce qu'il y aurait peut-être des endroits que tu pourrais recommander s'il y a des gens, tu sais, en France, que ça anime d'aller faire un tour en moto aux États-Unis? C'est vrai que ça c'est un petit peu le rêve, quoi, tu vois, traverser des États-Unis en moto. Est-ce qu'il y aurait c'est où que toi t'as pris les plus beaux clichés par exemple lors de tes traversées? Alors, combien de temps on a? Non, c'est vrai que les États-Unis c'est vraiment un pays qui est incroyable. C'est un continent plus qu'un pays déjà. Donc bah ouais, c'est immense. Hein. Je sais pas combien de fois la France tu mets dedans, mais
Bah, tu mets la France dans le Texas. Bah non, mais c'est ça, ouais. En fait, c'est gigantesque, on se rend pas compte. Mais... C'est énorme. Ouais. Tout est, je dirais pas que tout est canon, mais bon, s'il faut prioriser, parce que on n'a pas des vacances illimitées, je Mhm. pense que la plupart des gens que je connais en France font souvent le triangle, c'est Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, qui est super cool. Il y a énormément de trucs stylés à voir. Mhm. Mais si c'est pour faire de la moto, moi, j'aurais tendance à dire tout ce qui est Utah, Colorado, Wyoming et New Mexico, je trouve que c'est là que c'est vraiment incroyable. Et Mhm. spécifiquement Utah. Alors, c'est euh, quoi? C'est les montagnes rouges qu'on voit dans Lucky Luke un petit peu, non? Tu vois, c'est... grave. Alors, les montagnes rouges de Lucky Luke, c'est vraiment tout ce qui va être Arizona. Euh, D'accord. euh, et c'est le sud de l'Arizona, le nord-est de l'Arizona et le sud-ouest du Colorado. C'est vraiment ces paysages que tu as en tête. Tu vas vers Mhm. Sedona en Arizona, par exemple. C'est exactement ça. C'est incroyable. C'est super beau. Tu as Monument Valley, qui est un des endroits les plus connus aux US. Tu Ouais. sais, dans le Forrest Gump, c'est là où il s'arrête de courir. Mhm. Euh, c'est pareil. Ça, il me semble que c'est en Utah. Il me semble que c'est le sud-ouest, la pointe sud-ouest de Utah. Et donc, c'est vraiment ces coins-là. Après, si tu montes un peu plus au nord de ces endroits-là, si tu vas vers le nord-est, tu as le Colorado, qui est monstrueux. C'est vraiment un endroit mais magnifique, le Colorado. C'est des montagnes rocheuses là-bas. Ouais. Euh, et Mhm. c'est que des cols à 10 000 pieds d'altitude. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Mhm. Et si tu vas vers l'ouest, au lieu d'aller vers l'est, tu te retrouves vers tout ce qui est Nevada et Utah. Et là, c'est le désert, comme tu peux l'imaginer, complètement aride, euh, Mhm. où le ciel est complètement ouvert devant toi. Enfin, c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, en Mhm. tout cas en France. C'est ça où Parce tu as que... vraiment une impression de grandeur, hein. Moi, j'avais fait le Canada aussi en Ah bah oui, autostop. pareil. Ouais. Et c'est vrai que en fait, t'arrives, t'as des paysages, c'est genre plat, mais le ciel paraît immense en fait. Ça paraît Mhm. très très grand. T'as vraiment une impression de grandeur et tu vois le point d'horizon, il va très très loin. Alors qu'en France, il y a toujours des trucs un peu une forêt, un machin, tu vois, du relief qui te bloque. Alors que là, non, t'as genre ton champ de vision qui va mais à des kilomètres et des kilomètres. Et je pense que c'est vraiment ça pour moi. Enfin, il y a vraiment un côté très spirituel dans toutes ces Mhm. traversées que je fais en moto pour Ouais. moi. Enfin, peut-être pas spirituel au sens au plupart des gens entendent, mais il y a vraiment un côté très personnel, tu vois, de méditation, entre guillemets, qui me parle Mhm. énormément. Je pense que c'est une des grandes raisons aussi pour lesquelles je fais ces voyages assez intenses. Mhm. Euh, et quand tu arrives à ces moments-là où tu sais, tu as la bonne musique dans le casque, tu as le soleil qui est au bon endroit, tu as le paysage devant toi, enfin, tu as un zen qui pour Mhm. moi, est rare en fait. Et spécifiquement, il y a un endroit, et je dis pas que les gens, que qui que ce soit devrait y aller, mais il y a un endroit qui pour moi marche à chaque fois. Et encore une fois, c'est vraiment un truc très personnel. C'est quand tu vas vers l'ouest et que tu es dans le Dakota du Sud ou du Nord, les deux, et que tu passes, il y a un endroit où en 10 kilomètres, le paysage change complètement. Et tu sais que tu es arrivé dans l'ouest, tu vois, avec un grand O majuscule. Ah Mais en ouais. l'espace Ouais, de ouais. 10 minutes, tout change. Et genre, tu commences à avoir des canyons à droite à gauche, le ciel devient immense. Et alors que 10 minutes avant, tu étais encore, tu sais, dans une sorte de banlieue industrielle, où Mhm. juste un truc très lambda, avec des arbres à droite, des arbres à gauche. Et tout d'un coup, tout disparaît. Et à chaque fois que je suis passé là, en fait, ça me le fait. Alors, Mhm. c'est un peu loin de tout, parce que c'est au nord c'est au nord, c'est pas loin du Canada. Je suis à Mhm. 600 miles au sud du Canada. Mais pour moi, cet endroit spécifique, c'est très spirituel en fait, parce que c'était souvent quand je fais ces grandes chevauchées, ces 1K in a day et tout, la raison pour laquelle je vais vite en peu de temps, c'est parce que j'ai pas assez de vacances pour aller moins vite et que je veux aller dans les endroits qui m'intéressent, qui sont souvent très loin de chez moi, Ouais. bah, vers l'ouest Mhm. entre guillemets. Et donc, et c'est dans ces moments-là où tu te dis ça y est, je suis arrivé, je commence à être là où je veux être en fait. Et, Mhm. et je sais pas, c'est toujours des coins beaux. Mais après, enfin, t'as plein d'autres endroits. Toute la côte ouest en général, de Los Angeles, enfin de San Diego jusqu'à Seattle est incroyable. Ouais. Euh, il y a la fameuse Pacific Highway Mhm. euh, Ouais. qui vaut vraiment le coup d'être faite au moins une fois en moto. C'est vraiment super beau. Je Ouais, l'ai ouais. fait avec mon frère qui l'avait jamais fait. Je crois qu'il était assez bluffé.
Et peu de gens vont peut-être deux, trois endroits où les gens vont pas parce que c'est moins touristique, mais qui vaillent le coup, à mon avis. Euh, L'Oregon avec Portland et le Washington State avec Seattle, pareil, incroyable. Des grosses forêts là-bas. Forêt, mais vraiment, ouais, bah, toi, t'as été au Canada, donc tu l'as vu en fait, parce que je pense que c'est le même genre de paysage. Ouais, c'est ça, ouais, les Rocheuses C'est de magnifique. Vancouver, quoi. Ouais. Et, euh, et peut-être aussi bah, Utah encore une fois, vraiment, moi, enfin, un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est de rouler sur le lac de sel à Salt Lake City, Ah ouais. à coucher de soleil, sur le lac de sel, à rouler avec rien, à perdre de vue. Enfin, c'est des trucs qui sont assez incroyables. Et après, il y a plein de endroits super. Le Texas, c'est super beau aussi. La Floride, c'est sympa. Et New York. New York, la plupart des gens pensent à New York comme Manhattan, mais toute la partie qu'on appelle Upstate New York, qui est en gros le nord, pareil, c'est des forêts qui sont magnifiques, il y a des petites routes dans tous les sens, super typique, ça vaut vraiment le coup d'être vu aussi. Donc il y a énormément d'endroits. Si jamais qui que ce soit a des questions, je suis ravi de donner plus de conseils parce que je suis assez passionné par le sujet. Mais ouais, les US, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai qu'en moto, c'est un des meilleurs moyens, je pense, pour le découvrir. Ouais. Et puis c'est ça, ça donne vraiment cette impression en moto, t'as l'impression de communier avec la nature, quoi. Tu te retrouves, t'es tout seul sur ta moto dans ces grands espaces que tu traverses et ouah, c'est comme si la nature te prend et tu te sens tout petit, tu te sens vraiment partie d'elle, quoi. Et c'est peut-être ça, ce truc un peu spirituel qu'on peut ressentir, tu vois, c'est cette l'impression d'être retourné à la maison, tu sais, dans les bras de la nature, quoi, en fait. Hein. Je sais pas si c'est un petit peu ça que tu ressens, quoi. Non, complètement. Et il y a ça, et puis il y a aussi, avec des potes, on a cette, euh, cette phrase qu'on répète souvent, pay the iron price, faut payer Le prix de fer, non? Le prix ouais, fort, ouais, quoi. entre guillemets, je sais pas comment le traduire, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut en chier pour apprécier. Et c'est Mhm. en moto, enfin, moi, souvent, je me suis retrouvé à rouler sous la neige, à rouler dans Ouais. les tempêtes de psychopathes, à être complètement gelé, etc. Et en fait, ce qu'on se dit souvent, c'est que, comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est ce genre de rides qui sont les plus durs, qui font souvent les meilleurs souvenirs. Et, Mhm, euh, mhm. et comme tu le dis, d'un point de vue communion, je pense qu'il y a la communion spirituelle où tout est magnifique, mais il y a aussi la communion où tout est horrible, où tu es gelé, où tu sens plus tes doigts, où tu crois que tu vas jamais arriver à finir. Et où finalement vous arrivez à trouver un café, vous vous réchauffez. Et je pense que ces moments-là, en fait, sont aussi importants, si ce n'est plus. Mhm. C'est ces moments-là qui te font apprécier encore plus ceux où tout est parfait. Ouais. Et, Ça, t'as été et- testé, quoi. T'as été testé, ça t'a permis de faire un pas, en fait, de franchir quelque chose, un cap, tu vois, dont tu te serais pas senti capable ou quoi. On t'aurait dit, tiens, tu vas faire ça, t'aurais dit, non, non, j'y vais pas. Mais là, en fait, bon, t'as pas d'autre choix que de terminer ta route, quoi. T'es obligé d'y ouais. aller, quoi. Et tu le fais, puis finalement, tu te fais, ouais, bah, toi, tu te prends un petit peu du poil de la bête, quoi. Je sais pas, tu te durcis un petit peu à travers ça, et c'est cool, quoi. Ah, c'est clair, c'est exactement ça. Mm. Et c'est vrai que maintenant, j'ai découvert j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. J'aurais pensé que j'aurais peut-être dû le faire avant, mais tu sais, les vêtements chauffants. Ouais. Des Et, gants chauffants, par exemple, non? Ou même pardon? des pantalons avec des patchs et des vestes avec des patchs chauffants, c'est ça, non? Ouais, alors j'ai pas fait les pantalons, mais j'ai acheté une veste chauffante et des gants chauffants. Et c'est vrai Ouais. que c'était quand même le jour et la nuit. Et qu'il y a eu Ouais. une époque où j'ai Mm. fait un de ces j'ai fait un coast to coast de la Floride à la Californie par 0 degré au mois de janvier il y a 2 ans, Ouais, en, c'est chaud là. Hein. 46 heures. Enfin, c'est Et, ça, faut être bien équipé quoi. c'est Mm. impossible que je le fasse sans ça. C'est même Ouais. pas la peine. Là, pour Du... le coup, il faut savoir s'arrêter. Ouais. Et tu les branches du coup, ils sont comment? T'as genre un truc USB qui sort de la batterie de ta moto ou tu branches des trucs chauffants sur l'USB de la batterie de ta moto ou alors t'as des petites batteries à part? Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas un USB, c'est un autre type de connecteur, mais c'est cette idée-là, ça part sur la batterie. Et, Ouais. j'ai eu à une époque, là, c'était ma première initiative sur le domaine du chauffant, j'avais acheté des gants chauffants avec batterie. Et en fait, j'étais à... Bah ça bah, tient pas longtemps quoi. ouais, c'est ça, on rentrait, Mm. on était à Vegas, on rentrait de Zion, qui est peut-être à 500, 400 miles au nord de Vegas, et il était genre 20 heures au mois de novembre, et bon, il faisait méga froid, et je me souviens à un moment, mes gants ont arrêté de marcher, et je me suis dit, mais Ouais. plus jamais,
Bah ouais, ouais, Donc ouais, après, c'est j'ai ça. acheté le vrai truc en fait, et c'est vrai Mm. que ça change la vie. Avec ça, tu peux vraiment rouler n'importe quoi en fait. Ouais, c'est vrai que ça, les gants chauffants, c'est quand même un truc en moto. Bon, c'est un investissement intéressant à faire, quoi. Et puis Ouais, rien que ça les vaut petits protège-mains, tu sais, qu'on met des fois sur les club style aussi, là. Ça, d'avoir Ouais, sa ouais, je protection. l'ai aussi. C'est vrai que ça aide un peu. Ouais, je trouve ça pas mal, hein. Moi, tu vois, Ouais, là, bah, il faisait 10 degrés aujourd'hui. J'avais juste mes gants mi-saison et avec la protection, bah, ça le fait, en fait. T'as pas ouais. trop froid, quoi. Non, non, ça Alors aide. que ça, c'est bien, ouais. C'est vrai que, bah, encore, le club style, tu vois, avec la bulle à l'avant aussi qui dévie un petit peu le vent. Ben, il y a pas mal de choses qui facilitent quand même la conduite comme ça dans des conditions un peu plus dures, extrêmes, quoi. Ouais, c'est clair. Après, Mm. c'est vrai que ça reste quand même assez rudimentaire. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai sur la mienne, c'est un Memphis Shades Ouais, qui est top, hein. Mais tu vois, quand j'ai mes potes qui ont des road glide, ou même le Rider ST qui est sorti là, cette année, ouais. euh, il y a 2 ans maintenant, j'ai un pote qui l'a acheté. Euh, Ces jours, c'est quand même beaucoup mieux. C'est ça, c'est les fairings où il y a le upper fairing et le lower fairing, non? C'est ça qui protège les jambes. Ah Ça, je vois, oui, il y j'ai a un les pote Big Bear Performance qui font ça. Ça doit être cool d'avoir ça, en fait. Ouais, bah quand t'as le FXRT fairing, enfin tu sais le gros fairing et les lowers, bah, t'es tranquille Ouais. quoi. Bah ouais. Là quand il pleut, t'es pas trempé, tes Ouais, c'est jambes sont ça. C'est trempées, ça, et en tout. fait, ouais. Donc, Ouais, parce ça que fait les une bonne chaussures performance. mouillées, après, qui sèchent pas, ouais, ça, c'est la galère aussi. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas trop de chaussures chauffantes, ça n'existe pas encore. Non. Mm. Ouais, quitte à avoir une autre paire dans ton sac à l'arrière, quoi. Ouais, c'est clair, C'est bah, ça, quoi. souvent d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que souvent, mais tout le monde me demande quand est-ce que tu t'achèteras un bagger ou autre chose. Et bon, Mhm. la réponse pour l'instant, c'est bon, il n'y a pas trop de raison de. Bah, enfin, quoique, je pense que pour ce trip l'an prochain dont je parlais, de Floride à Alaska, Ouais. je pense pas que Madalena puisse le faire, honnêtement. Je pense que, vu que Oh. c'est un truc qui est Mhm. chronométré, les risques qu'il y ait un problème mécanique sont quand Ouais, même très. Oui, il c'est est vrai. possible que je chope quelque chose d'autre pour faire ce truc-là, peut-être une ST. Mhm, On verra, mhm, on verra. Mais sinon, honnêtement, je vois pas trop de raison de changer. mhm, mhm. Mais c'est vrai que les autres sont beaucoup plus confortables. Il n'y a pas à dire. Enfin, le ST ou les baggers, c'est quand même un autre niveau, quoi. Bah ouais, mhm. C'est sûr, c'est sûr. Ok, bah écoute, peut-être on fait une dernière petite pause musicale et moi j'avais encore quelques petites questions à te poser et puis on va se quitter après, mais là on se remet un titre. Alors on avait parlé tous les deux un peu, nous avant c'était de Carpenter Brut. Mhm, ouais. Tu veux présenter un petit peu ce groupe, non? C'est un gars, c'est un Français qui fait ça, c'est un projet solo en fait, hein. Ouais, bah, je connais pas grand-chose du mec. J'ai pas mal de potes qui le connaissent, mais je le connais pas. Mais il me semble que c'est un mec qui est aussi relativement proche du milieu métal, et que c'est comme ça que certains de mes potes le connaissent. Mhm. Et je l'ai vu en concert et il me semble que maintenant il a un batteur avec qui il joue, etc. Et je trouvais ça super cool d'ailleurs qu'il ait incorporé un Ouais, élément un peu organique dans sa musique en live. ouais. Ah, c'est ça, sur le dernier album qu'il a fait, j'avais l'impression qu'il y avait une batterie ouais, qui jouait derrière en fait. Ouais, Donc ouais, il a un ça vrai doit être ça en batteur. fait. C'était D'accord. canon d'ailleurs. Ouais, le mec est balèze. Enfin, j'adore Perturbator aussi. Mais je trouvais que le show de Carpenter Brut, par exemple, qui avait ce côté un peu plus live et qui n'était pas juste les synthés, c'était vénère. Donc ça vaut le coup. Hmm. Moi, je suis très très fan de la période trilogie là qu'il avait faite avec notamment des chansons comme Hang Them All et Le Perv, etc. Je trouve que cet album-là est vraiment très très solide. J'aime bien ce qu'il fait maintenant aussi, un peu, mais les autres me parlent un peu plus, on va dire celles Ouais. d'avant. Mais il y a du lourd dans. Je réécoutais récemment les derniers albums qu'il a fait. Je pense que j'ai tendance souvent à pas aimer les trucs quand je les écoute la première fois et plus tard les trucs Après, mieux. ouais, il se Et donc bonifie là, un peu avec le temps, quoi. Ouais. ouais, je réécoutais récemment ses derniers albums et en fait je dis ah non il y a des trucs cool. Il y a une chanson qui s'appelle Blood Machines il me semble dans un album qu'il a sorti il y a 1 an ou 2 avec une intro qui est super cool et la chanson titre qui déballe juste après. Enfin, Ouais, il y a bah, plein de trucs cool dans ce qu'il fait. ouais, c'est ça, Blood Machine, moi, c'est un des derniers albums que j'ai écouté, je crois, là, on fait de Carpenter Brut. Bah, on va se passer un titre de cet album, l'intro, je crois que ça, on va faire ça. Allez, on se met ça en musique et puis on se retrouve tout à l'heure.
Ok, bah voilà, on va faire notre dernière partie d'émission avec Van Gasfalt. On va clôturer ce long podcast. Parce que je te disais, moi j'avais quelques petites questions encore à voir avec toi. C'est que je regardais aussi ce 1K, le ride 1K in a day, et j'aimerais bien faire ça. Et je voyais, c'est par exemple, c'est la distance Paris à Varsovie, ici en Europe. De faire le 1K in a day, c'est comme si en fait tu pars de Paris et tu vas en Pologne, quoi. Donc quand tu pars, ouais, pour nous en Europe, ça paraît hyper loin, quoi. Tu sais, waouh, bah, comme ça en un jour. Mais pourquoi pas, quoi. Et après, je crois, si tu te fais un autre 1 miles, 1000 miles dans la journée, tu fais genre Varsovie, Moscou. Ouais, bah c'est pas mal, c'est à peu près ça. Et je pense que le plus que j'ai fait, c'était j'ai fait 1700, comme je te disais, sans m'arrêter. Ça doit faire 1700 kilomètres. Donc ça doit pas te mettre très très loin de Moscou. Bah non, ouais, ça doit pas te mettre. Ouais, non, c'est quasiment ça. Ouais, c'est ça, Moscou, c'est Paris, Moscou. 3600 km, ouais, je voyais. Ouais, donc c'est vénère quand tu penses. Et c'est vrai qu'en fait, les distances aux US sont juste. Bah, c'est pas possible de comparer. C'est immense, bah ouais. Et surtout quand tu vas dans l'Ouest, parce que quand t'es à l'Est, ça reste. Bon, c'est beaucoup plus grand qu'en France. Il y a plus de villes. Ça coupe un petit peu ta course, quoi, non, en fait. Ouais. Alors que dans l'Ouest, vraiment, une fois que tu as passé Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, tout devient vraiment, vraiment grand. Et ces vitesses rapides sur le faire en 12 heures, etc., ça serait infaisable de le faire sur la côte Est. Parce que juste, c'est pas possible. Il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas, plus de voitures, il y a beaucoup plus de flics, il y a beaucoup plus de travaux. C'est ça, ouais. Ta concentration sur la route, elle est pas pareille, en fait. Quand t'es dans un milieu comme ça avec plein de trafic, ou alors quand t'es tout seul dans la nature, je te dis, ton cerveau, il part dans un truc un peu méditatif, et puis ça passe, quoi. T'avales les kilomètres, c'est juste le bliss, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que tu dois en faire un. Moi, j'aimerais bien en faire un en Europe, parce que je l'ai jamais fait et ça me ferait triper. Je me disais que si j'en faisais un en Europe, j'aimerais bien essayer de le faire passer par les fameuses autobahns allemandes. Ouais, bah ouais. Et j'avais regardé un peu de loin à quoi ça pourrait ressembler. Ce qui est relou, c'est qu'il me semble me souvenir que c'est que des tronçons qui sont. Oui, c'est pas des longues sections, ouais, c'est à un moment pas des longues sections. Entre deux villes, tu peux aller, voilà, t'es free, mais après, faut ralentir à nouveau, ouais. Mais quoi qu'il arrive, il y a des gens qui commencent à le faire en France. J'ai vu passer quelques posts du mec qui gère l'organisation. Et puis, il y a une organisation beaucoup plus connue que Ride 1K qui fait ce truc-là. Ça s'appelle Iron Butt Association. Les Iron Butt, ouais, les culs d'acier, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est un truc méga établi. C'est la même chose que Ride 1K, mais c'est juste beaucoup, beaucoup plus établi. Et puis, ça pose la question beaucoup plus old school aussi. C'est pour ça que je ne le fais pas, même si à la fin, c'est exactement la même chose. C'est faire la même distance au même moment. Sauf que les Iron Butts, les mecs te demandent 18 000 reçus, il faut qu'il y ait il faut que tu aies des témoins au début, il faut que tu aies un témoin à la fin, les gens ils doivent signer des trucs, c'est beaucoup plus carré entre guillemets. Et puis surtout ils certifient pas quand tu vas trop vite, ils disent que c'est trop risqué. Parce que c'est une chose d'ailleurs. D'accord. C'est vrai que maintenant tu as un peu une déviance sur peut-être des abus quoi. Sur le mouvement du Ride 1K, c'est ça. Le fondateur. Lui-même, il est parfois un peu inquiet parce que c'est vrai que tout le monde se chauffe un peu en mode est-ce que je peux aller plus vite? Et t'arrives maintenant à un moment où tu vas quasiment être là, le mec qui a le record du plus vite, il est à 1900 miles en 24 heures. Moi, j'étais à 1007, lui, il a fait 1009. Tu vois, la next step, c'est 2000 quoi. Et ça commence à devenir méga vénère quoi. Alors, après, 1900 miles, c'est 3000 km, ouais, c'est ça. 3000 km en 24 heures, c'est ça. Ouais, donc ça commence à peser, quoi. Et si tu fais 3000 km divisé par 24, ça donne 126. C'est quoi? Ça fait sa moyenne, 126 km en moyenne, quoi. C'est ta moyenne, ouais. Ça veut dire que ça va vite. Ouais, c'est ça, quoi. Surtout qu'il faut s'arrêter pour fuel et tout ça, quoi. Mais, bah oui, ouais. Donc, mais bon, dans ces cas-là, moi, quand j'ai fait 1007 en 24, j'ai essayé de battre 1006 à l'époque. Donc j'étais allé je m'arrêtais à 1007. Donc j'avais quand même pris le temps de bouffer à droite à gauche, etc. Mais quand tu as 1009, t'as pas une seconde, quoi. C'est même pas la peine. Bah ouais. Bon, c'est ça, en fait, ma question que je voulais te poser, c'est un petit peu, c'est quoi ton équipement quand tu pars pour un grand ride comme ça? Comment tu prépares ta moto? Comment toi tu te prépares? Bah souvent ces grands rides, en fait, ils font partie d'un voyage plus global où je vais quelque part pour des vacances. Et la raison pour laquelle je fais
c'est 1K, c'est juste pour y aller plus rapidement et passer plus de temps là où je veux être plutôt que sur la route. Ok. Pour Donc en fait, souvent la moto est préparée comme si je partais, pour partir en vacances en fait. Donc, mais je voyage quand même très léger. Souvent, la moto, je fais toutes les révisions avant de partir, etc. C'est ça, tu regardes les niveaux d'huile, pression des tout pneus, ça, t'as bien fait les vidanges, que t'es pas à devoir faire ta vidange au milieu, j'imagine. Exactement. De toute façon, souvent, il faut que je le fasse à un moment ou à un autre, parce que généralement, ces voyages, c'est des voyages à 16 000 kilomètres, grosso modo. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je sais que sur la route, généralement, je change les pneus juste avant de partir, et quand je rentre, il faut les changer dans pas longtemps. Mais souvent, sur la route, je sais qu'il va y avoir un peu de maintenance à faire, parce que bon, c'est des grandes distances. Mais j'essaie de minimiser et moi je m'y connais un petit peu en mécanique, mais c'est pas non plus une de mes grandes forces, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi dans mon entourage, donc ils m'aident un peu quand il faut. Et ensuite, d'un point de vue bagage, etc., c'est assez léger, je dirais. Et avec le temps, c'est de plus en plus léger. Je pense que je voyage souvent, je me rends compte qu'en fait, je prends des trucs avec moi qui servent à rien. Donc souvent ce que je fais c'est les trucs chauffants quoi qu'il arrive même si c'est l'été. Base layers, tu sais genre les trucs un peu des trucs de laine un peu chaud quoi aussi. Ouais. Quoi. Et puis quelques t-shirts, jeans, sous-vêtements tout ça et puis c'est réglé quoi. Et souvent en fait je fais pas de camping donc j'ai pas du tout ce sujet. Voilà, tu prends un hôtel et c'est vrai que ça facilite vachement. Des motels sur le bord de la route. Aux US tu peux encore trouver des motels à genre 50 € la nuit, 40 € la nuit. $50, bon, c'est pas la même chose. Oui, Donc, en fait, je fais ça comme ça. Et donc, je pars en fait très léger par rapport à la plupart de mes potes. Et souvent, les gens sont surpris parce qu'en gros, j'ai juste un sac sur le ciel à l'arrière derrière moi. Et là, récemment, j'ai récupéré les Laser Pro. Tu sais, c'est les sacs que tu peux mettre sur la moto à droite et à gauche. Là, il y a une boîte très connue aux US qui s'appelle Laser Pros qui fait les sacs que tout le monde a quand tu as un club style. Et j'avais récupéré les petits et les grands et j'ai même pas utilisé les grands alors que je suis parti pour 3 semaines sur la route. Je suis juste avec les petits et les mecs de Laser Pro étaient là genre mais t'es sûr que tu veux pas prendre les grands? Et je fais non ça va passer. Donc ouais je pense que par contre je ramène toujours pas mal d'outils etc. Donc en fait dans les c'était vraiment la trousse à outils. Trousse à outils, viseur clair, viseur dark évidemment. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Quand tu roules de nuit, quoi, voilà, tu changes ta visière, tu la mets claire, en fait. Ouais, c'est vraiment un truc important. Mais sinon, finalement, assez simple, en fait. Moi, par rapport à des potes qui viennent avec leur mug à café, une chaise, c'est un autre délire. Mais moi, j'ai tendance à gérer ça sur la route. Je vais te demander, par rapport au casque, justement, t'en es satisfait de ton Simpson? T'as pas un peu trop de vent et de bruit dedans? Et est-ce que tu connaîtrais peut-être d'autres casques? Moi, je voyais aussi pour moi, tu sais, je trouvais les Shuei. Je sais pas s'ils sont bien, tu vois, au niveau de l'insonorisation. Et puis, tu as encore sur certains modèles, tu sais, la visière chromatique, là, je crois, tu sais, qui change. Moi, j'ai toujours eu Simpson plus ou moins, en fait, depuis que je me suis mis sérieusement à faire tous ces trucs-là. Avant ça, j'avais un Bell. Et avant ça, j'avais un Pitwell Gringo que j'aimais pas l'autre. L'un était trop serré et me faisait mal à la tête, l'autre bougeait vachement. Et donc quand j'ai eu Simpson, ça m'a semblé être un énorme upgrade. En mode putain, finalement un truc qui tient, qui a de la gueule. Et alors c'est vrai que effectivement les gens disent qu'ils sont bruyants, etc. Bon moi quand je fais des grandes distances, enfin même quand je sors de la ville et que je vais être sur l'autoroute pendant plus de 20 minutes, j'ai toujours des boules caisses de base parce que voilà. Ayant joué dans des groupes pendant très longtemps, je pense que ça peut flinguer les oreilles, donc je fais gaffe maintenant. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que a priori c'est un casque bruyant. Moi, je pense que je m'y suis habitué en fait, et que donc ça me dérange pas trop. Pour tout ce que tu disais, et tout le monde me dit de manière unanime que les Shoei sont mieux. Et je crois que c'est vraiment un fait reconnu. C'est pas subjectif. Je crois que c'est vraiment objectif. Moi c'est juste que le look du Shoei me parle moins. Donc c'est ça. L'esthétique est assez importante dans ce que j'essaye de faire d'un point de vue visuel. Je garde le Simpson en grande partie aussi pour ça. Parce que les mecs de Simpson maintenant je les connais un peu et qu'ils ont toujours été très cool avec moi. Donc
bon, il y a ça aussi qui joue. Mais on en parlait ce matin avec un pote et il me disait, ouais, je pense que, tu vois, pour le Hookahie, l'an prochain, ce fameux challenge, lui, il me dit, bon, c'est clair, ça sera un Shoei, ça sera pas un Simpson. Ouais. Moi, de mon côté, bon, je pense que ça sera le Simpson. je l'aime beaucoup. C'est vrai que bon, ça fait. Ils sont beaux, hein. Ils sont jolis, hein. C'est mon deuxième que j'ai. C'est peut-être même c'est mon deuxième. Honnêtement, moi, j'ai aucun problème avec. Je trouve que c'est un chouette casque qui marche bien pour moi. Mais je pense que si j'essayais le Shoei, je te dirais que c'est probablement un meilleur casque. Mais ouais, c'est ça. Bon, espérons qu'un jour ils en fassent un petit peu plus stylé, tu vois, un peu dans notre délire, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, bah, un grand merci d'avoir passé tout ce temps. On se sera fait quasiment 1 heure d'enregistrement là. Donc, merci beaucoup de ton temps. Et je trouve que tu es aussi super disponible pour les réseaux. Chaque fois qu'on met des petits commentaires sur tes photos, tu as toujours un mot sympa pour répondre. Et ça, c'est très c'est très sympa de ta part, quoi. Voilà. Donc aussi pour. Avec plaisir. Et bon, bah écoute, c'était un grand plaisir de te rencontrer comme ça à l'autre bout de la planète. Et j'espère qu'un jour on pourra se croiser pour de vrai. Ça serait chouette et de rider ensemble, quoi. Bah écoute, ça serait vraiment cool. Un des trucs que j'espère faire à un moment, c'est acheter une moto en France et me promener un peu plus que quand j'y vais régulièrement, quand j'y vais. Donc je te dirais, le jour où j'ai enfin une moto à titrer, je pense que j'irai me promener un peu plus loin que la Provence. Yes. Ouais. Bon, avec grand plaisir. Vraiment avec plaisir. Ouais. Super. Ok. Bon, bah je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis une prochaine. Et retrouvez Vung Asphalt sur les réseaux. Je vais mettre en lien tout ça, tous les liens que vous pourrez retrouver sur le podcast de l'émission sur mixcloud.com/AIMSANV. Voilà. Merci à toi. Allez. Super. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, ce podcast avec Vung Asphalt est maintenant terminé. On aura fait 1h20 d'émission à peu près. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, vous pouvez également maintenant retrouver les podcasts sur beaucoup plus de plateformes que Mixcloud. On a le Mixcloud, mais on a aussi maintenant la plateforme Odyssey et plein d'autres endroits où vous retrouvez le podcast, des fois en version censurée sans musique et d'autres fois en version complète, notamment Mixcloud et Odyssey. Voilà. Bon bah allez, prenez soin de vous, roulez prudemment et prenez soin les uns des autres. Peace and PMA. I've got the PMA, Positive Mental Attitude. Ouais, nous aussi, dans le magazine AIMSA Non-Violence, on a la PMA. Alors retrouvez-nous un samedi sur 2 de 15h à 16h. Ouais, en compagnie de Gomata, on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt dans AIMSA Non-Violence, le magazine de la vie positive. Boom! Peace! PMA, baby!